Imaginez-vous, seul, au milieu d'un océan sans fin. L'eau est tiède, trouble, presque huileuse. Le ciel est lourd, le silence total. Sous la surface, quelque chose bouge. Lentement, massif. Un frisson vous traverse, pas seulement de peur mais d'instinct, parce que vous savez que vous n'êtes pas le prédateur ici. Il y a près de 100 millions d'années, l'Amérique du Nord n'était pas un continent continu. Elle était coupée en deux par une mer chaude et immense, la mer intérieure de l'Est-Ouest, un bras d'océan qui s'étendait sur plus de 3000 km, séparant à l'est l'Appalachia et à l'ouest l'Aramidia. Une mer peu profonde, mais d'une richesse et d'une violence inouïes. Ses eaux tropicales regorgeaient de vie et de mort. Les côtes ressemblaient à des marécages sans fin, bordés de conifères et de fougères géantes. Les vents y portèrent des cris étranges, mi-hurlements, mi-gargouillis, provenant de bêtes qui n'auraient jamais dû exister. Dans cette mer, la chaîne alimentaire n'avait plus de sommet. Chaque créature, aussi terrifiante soit-elle, pouvait devenir le repas d'une autre. Les profondeurs étaient le théâtre d'un règne impitoyable, celui des mosasaures. Des reptiles marins gigantesques, cousins lointains des varans, mais longs de 15 mètres, avec des mâchoires capables de broyer une tortue comme une coquille vide. Leur peau épaisse luisait sous le soleil filtrant, leurs yeux fixés à la proie avant même qu'elle ne les voie. Ils étaient les seigneurs de la mer, les tueurs silencieux de ce royaume liquide. Mais les mosasaures n'étaient pas seuls. Sous eux, entre les bancs de poissons et les herbiers fossilisés, rôdaient des requins géants, des crocodiles monstrueux et des céphalopodes géants aux tentacules bardés de ventouses. Chaque espèce semblait née d'un cauchemar différent. Et pourtant, elles ont toutes réellement existé. Les scientifiques appellent cette période le Crétacé supérieur, mais ici, on pourrait simplement dire l'ère de l'aquarium de l'enfer. Ce monde n'était pas silencieux. Il grondait. Les vagues se brisaient sur des îles de craie. Les os des proies flottaient à la dérive, polis par les courants. Les combats sous-marins faisaient vibrer les profondeurs, les morsures laissaient des crânes fracturés et des côtes arrachées. Et au milieu de ce chaos, la vie continuait. Des milliers d'espèces se succédaient, s'adaptaient, disparaissaient. Les fossiles découverts aujourd'hui dans les plaines du Kansas, du Wyoming ou du Manitoba ne sont pas que des pierres. Ce sont les mémoires figées d'un monde perdu, d'une mer qui couvrait autrefois le cœur de l'Amérique. Mais les pires prédateurs ne se cachaient pas dans les abysses. Ils régnaient juste sous la surface, là où la lumière rencontrait la mort. Et leur nom allait devenir légendaire. Sous la surface chaude et trouble de la mer intérieure de l'Ouest, la lumière se décomposait en un vert spectral. Là, entre les bancs de poissons argentés et les ombres mouvantes, un monstre régnait sans partage. Le mosasaure. Son corps fuselé, long comme un autobus, fendait les courants avec la souplesse d'un serpent. Chaque mouvement de sa queue en croissant projetait des gerbes de bulles. Chaque battement de ses nageoires provoquait une onde de mort silencieuse. Ce n'était pas un simple reptile. C'était une machine à tuer, perfectionnée par des millions d'années d'évolution. Sa mâchoire était un piège d'acier vivant, capable de se disloquer pour engloutir une proie entière. Ses dents, recourbées vers l'intérieur, empêchaient tout échappatoire. Un poisson, une tortue, un oiseau marin. Rien ne ressortait vivant de cette gueule. Il existait plusieurs espèces de mosasaures, et toutes rivalisaient pour dominer les eaux. Le Clidastes, plus petit, mesurait environ 6 mètres, un chasseur agile des zones côtières, se faufilant entre les rochers à la recherche de proies distraites. Le Platycarpus, long de 7 mètres, nageait dans les eaux ouvertes, rapide, précis, élégant, se nourrissant de poissons et de calmars. Et puis, il y avait Tylosaurus, le titan. 12, parfois 15 mètres de muscles, d'instinct et de fureur. Sa tête massive portait des dents épaisses, capables de broyer un plésiosaure. Des fossiles montrent des marques de morsures dans les os des autres mosasaures, des cicatrices de guerres internes, d'affrontements entre géants. Dans son ventre fossilisé, les paléontologues ont retrouvé des restes de tortues, de poissons, de requins, et même d'autres Tylosaurus. Rien n'échappait à sa faim. Il chassait à l'embuscade, surgissant de l'obscurité pour frapper avec une vitesse foudroyante. Son museau, renforcé comme un bélier, servait à percuter ses proies avant de les déchiqueter. Une arme anatomique unique, la signature du tueur suprême de cette mer oubliée. Mais son règne n'était pas solitaire. Car plus au large, une autre légende des abysses se mouvait dans les eaux tièdes. Mosasaurus hoffmanni, l'un des plus grands prédateurs de tous les temps. 17 mètres, 10 tonnes. Un crâne si puissant que sa morsure surpassait celle du crocodile marin moderne.
Ses yeux orientés vers l'avant lui offraient une vision binoculaire redoutable, parfaite pour la chasse. Chaque attaque était calculée, brutale, inévitable. Quand un mosasaurus s'élançait, même les plus gros requins disparaissaient dans la panique. Les squelettes fossiles montrent des côtes arrachées, des vertèbres fracturées, comme si la mer elle-même avait explosé sous la force de ses charges. C'était un tueur silencieux, méthodique, presque intelligent dans sa cruauté. Et pourtant, dans cet enfer liquide, il n'était pas seul à chasser les chasseurs. Les profondeurs bruissaient d'autres menaces, plus lentes, plus patientes, mais tout aussi implacables. Des créatures cuirassées, tapies dans les estuaires et les deltas, attendaient que la proie vienne à elles. Car sous les vagues, une autre terreur montait. Un crocodilien géant, aussi ancien que la mer elle-même, prêt à défier les rois des océans. Là où la terre et la mer se rencontraient, là où les vagues venaient à mourir dans les marécages, un autre monstre guettait. Silencieux, immobile. Seule la surface de l'eau trahissait sa présence. Un léger remous, un œil qui perce la vase, un souffle sourd à peine audible. Ce n'était pas un mosasaure, ce n'était pas un requin. C'était Deinosuchus, le cauchemar des rivages, le crocodilien le plus redoutable que la Terre ait jamais porté. Long de plus de 12 mètres pour près de 8 tonnes, il faisait passer les crocodiles modernes pour de simples lézards. Son dos était couvert de plaques osseuses massives, si épaisses que les premiers fossiles trouvés furent pris pour ceux d'un dinosaure cuirassé. Mais la véritable horreur de Deinosuchus ne résidait pas dans sa taille. Elle se trouvait dans sa mâchoire. Un crâne large et bas, des muscles mandibulaires d'une puissance colossale. Sa morsure aurait pu dépasser les 100 000 newtons, plus que celle d'un Tyrannosaurus rex. De quoi écraser la carapace d'une tortue géante, broyer les os d'un plésiosaure, ou arracher les pattes d'un dinosaure venu boire trop près du rivage. Imaginez la scène. Un troupeau d'herbivores préhistoriques s'avance dans un estuaire. L'eau semble calme. Soudain, la surface éclate. Une gueule gigantesque surgit, les mâchoires claquent et la mer se referme sur un cri étouffé. Ce n'est pas une légende. Des fossiles de dinosaures montrent des marques de morsure compatibles avec celles de Deinosuchus. Certains furent littéralement traînés dans l'eau et dévorés entiers. Ils ne se contentaient pas de chasser à la surface. Dans les deltas et les zones côtières, Deinosuchus s'attaquait aussi aux jeunes mosasaures imprudents. Son cuir épais, sa force brute et son camouflage parfait faisèrent de lui le tueur invisible du Crétacé. Là où un mosasaure régnait par la vitesse, lui dominait par la patience. Un roi de l'embuscade, le prédateur absolu des zones où la terre tremblait encore sous les pas des dinosaures. Mais malgré son pouvoir, Deinosuchus n'était qu'un maillon de la terreur. Plus loin, dans les eaux ouvertes, d'autres formes monstrueuses flottaient entre deux mondes. Ni poissons, ni reptiles, ni mollusques. Des créatures aux bras multiples, capables d'attaquer en silence, de jaillir dans un nuage d'encre avant de disparaître dans l'obscurité. Les géants à tentacules, des céphalopodes comme le monde n'en reverra jamais. Des pieuvres et calmars ancestraux, d'une intelligence primitive, mais d'une efficacité meurtrière. Certains n'étaient là pas plus grands qu'un bras humain. D'autres atteignaient 3 mètres, avec des becs capables de trancher un poisson en deux. Et c'est à cette époque que la mer intérieure révéla sa plus étrange dualité. Plus elle grouillait de vie, plus elle ressemblait à un cimetière. Car dans cet océan intérieur, chaque proie, chaque chasseur, finissait tôt ou tard avalé par un autre. Et même le plus rusé des monstres ne pouvait échapper à la loi du Crétacé. Alors que les mosasaures régnaient en surface et que Deinosuchus régnait sur les marais, les abysses, elles, appartenaient à d'autres maîtres. Des créatures silencieuses, étranges, venues d'un autre monde. Des êtres de chair molle et d'yeux démesurés, glissant entre les colonnes de lumière, comme des ombres intelligentes. C'étaient les céphalopodes géants, des ancêtres de nos calmars et pieuvres modernes, mais bien plus puissants, plus monstrueux, plus parfaits pour la guerre du silence. Leurs bras, couverts de ventouses armés de crochets, s'enroulaient autour des poissons et reptiles marins, tirant leur proie vers un bec tranchant comme une lame. Ils pouvaient propulser leur corps en arrière en expulsant l'eau, un système de réacteur biologique, bien avant que l'humanité ne comprenne le concept de propulsion à jet. Certains étaient minuscules, d'autres atteignaient plus de 3 mètres de long. Ils chassaient en meute, frappant vite, disparaissant dans un nuage d'encre noire avant que la mer ne retrouve son calme. 2 d'entre eux dominaient l'océan, Tusoteutis et Enchoteutis, des calmars géants comparables à des fantômes carnivores. Leurs fossiles, rares et fragiles, témoignent d'une intelligence de prédateur.
Attaques coordonnées, embuscades, fuites stratégiques. Ils étaient les assassins discrets de la mer intérieure de l'Ouest. Mais certains de ces êtres avaient choisi une autre voie, la forteresse. Les Ammonites, des coquilles spiralées, parfaites, parfois plus grandes qu'un homme. Leurs propriétaires, des mollusques à tentacules, flottaient doucement au-dessus des profondeurs, emportant leur armure avec eux. L'espèce Parapusosia sepenradensis, retrouvée dans le Kansas, atteignait plus de 3,50 m de diamètre et pesait près d'1,5 tonnes. C'était le plus grand invertébré de toute l'histoire. Sous leur apparente lenteur, ces colosses étaient des survivants. Ils vivaient dans les eaux chaudes et lumineuses, se nourrissant de plancton et de petites proies. Mais leur taille même attirait les pires chasseurs. Mosasaures, requins et plésiosaures les traquaient sans répit. Certains fossiles portent encore les traces de dents dans leurs coquilles, comme si la mer avait voulu signer sa cruauté. Et puis, il y avait les requins, des créatures d'une simplicité terrifiante, nées du besoin pur de tuer. Le plus redouté d'entre eux, Cretoxyrina, le requin rasoir. 8 mètres de muscles, une mâchoire hérissée de dents épaisses, faite non pas pour déchirer, mais pour encaisser l'impact d'attaque à pleine vitesse. Sa morsure pouvait fendre le flanc d'un plésiosaure, arracher la queue d'un mosasaure jeune ou briser les os d'un poisson cuirassé. Son allure et sa méthode rappelaient étrangement le grand requin blanc des Hauts-Jours-Huy, la même froideur, la même efficacité. Plus près des côtes rôdait Squalicorax, le requin corbeau. 2 à 5 mètres, opportuniste, charognard, souvent aperçu près des carcasses. Mais Hélène n'hésitait pas à attaquer quand occasion se présentait. Même les ptéranodons qui frôlèrent la surface étaient pas à abri. Ce prédateur des marges incarnait la règle D, hors de cet océan. Tout ce qui bouge peut être dévoré. Et enfin, dans un éclair argenté, un autre monstre fendait les eaux, Xyphactinus, le poisson du cauchemar. 5 mètres, une mâchoire disproportionnée et un sourire figé dans la pierre. Ces fossiles sont terrifiants. L1DSE a été retrouvé avec un autre poisson entier, de 2 mètres, avalé sans mâcher. Un glouton meurtrier qui dévorait sans discernement. La mer intérieure de l'Ouest était un théâtre d'horreur parfait. Chaque espèce, du plancton au titan, vivait sous la menace constante d'un autre. Et pourtant, la vie y foisonnait. Un écosystème stable, violent, mais incroyablement efficace. Un équilibre fondé sur la peur. Mais bientôt, tout allait s'effondrer. L'eau commencerait à se retirer, les géants à disparaître, et un cataclysme venu du ciel mettrait fin à l'aquarium de l'enfer. Pendant des millions d'années, la mer intérieure de l'Ouest avait été un royaume sans égal. Un monde chaud, grouillant, vibrant d'une vie aussi magnifique que monstrueuse. Mais vers 66 millions d'années avant notre ère, le ciel lui-même décida de signer son arrêt de mort. Un matin, quelque part au large de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, un astéroïde de 10 km de diamètre entra dans l'atmosphère terrestre. À sa vitesse, chaque seconde effaçait une ville entière. Lorsqu'il toucha la mer, l'impact fut 1000 fois plus puissant que toutes les bombes nucléaires jamais créées. En un instant, les eaux bouillonnèrent, la roche fondit, et un mur liquide de plus des 5 km de haut éleva dans le ciel avant de retomber sur des milliers de kilomètres de côte. Les vagues de choc se propagèrent jusqu'à la mer intérieure. Les animaux furent projetés, écrasés, réduits au silence. Les mosasaures, ces seigneurs impitoyables des profondeurs, moururent d'un coup. Les plésiosaures et les ammonites, incapables de survivre aux bouleversements chimiques, s'éteignirent à leur tour. Même les requins géants, pourtant si résistants, virent leur population s'effondrer brutalement. Le ciel devint noir. Des semaines, puis des mois durant, les cendres recouvrirent la planète, bloquant la lumière du soleil. Les plantes marines moururent, le plancton disparut, et avec lui la base de toute la chaîne alimentaire océanique. Les mers, jadis grouillantes, devinrent des déserts liquides. Seuls quelques petits poissons, quelques mollusques, et les ancêtres lointains de nos requins modernes survécurent dans les ténèbres. Les fossiles retrouvés dans le Dakota et le Montana racontent cette agonie mieux que importe quelle légende. Des poissons fossilisés ont été retrouvés avec des particules d'iridium coincées dans leurs branchies, preuve que la poussière de l'impact les a étouffés en quelques heures. Des coquilles d'ammonites inachevées témoignent d'une mort soudaine, interrompant la vie au milieu du mouvement. Et sur les flancs des anciennes falaises, on distingue encore au jour, une fine ligne sombre, la marque du jour où la mer intérieure est tue pour toujours. Lorsque les eaux se retirèrent, l'Amérique du Nord changea de visage. L'océan se rétracta, ne laissant derrière lui qu'une plaine boueuse, future terre des bisons et des cow-boys.
Mais sous les pas des hommes à venir, les os des titans demeuraient là, prisonniers de la pierre. Des dents géantes, des vertèbres monstrueuses, des coquilles colossales, les derniers témoins d'un monde disparu. Ainsi s'acheva l'ère de l'aquarium de l'enfer. Une mer tropicale où l'évolution avait osé tous les excès. Une mer qui avait vu naître les plus grands prédateurs que la Terre ait jamais connus, et les avait perdus dans un souffle de feu. Et pourtant, tout n'a pas disparu. Les requins, les calmars, les crocodiles, leurs descendants nagent encore aujourd'hui dans nos océans. Chaque fois que vous plongez dans la mer, chaque fois que vous sentez la morsure glaciale des profondeurs, rappelez-vous ceci, vous nagez dans les eaux des anciens dieux de la peur.